As-tu déjà remarqué que plus tu cours derrière quelqu'un, plus il semble s'éloigner? Et si je te disais qu'il existe un pouvoir silencieux dans ton absence, capable de réveiller plus de désirs que 1000 messages désespérés? Aujourd'hui, je vais te révéler une vérité qui changera à jamais ta manière de voir tes relations. La personne qui ne peut pas s'empêcher de penser à toi n'est pas celle que tu bombardes d'attention, mais celle qui ressent le poids de ton absence. C'est paradoxal, je sais, mais c'est justement pour ça que ça fonctionne. Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir comment transformer ton absence en une force magnétique irrésistible. Je vais te montrer pourquoi le silence stratégique vaut 1000 mots, comment éveiller un désir profond et surtout, comment faire en sorte que quelqu'un réalise ta vraie valeur, uniquement quand tu n'es plus disponible. Si tu es fatigué de te rabaisser, de quémander de l'attention, de toujours donner plus que tu ne reçois, cette vidéo sera un tournant, car aujourd'hui, tu vas apprendre l'art ancien d'être inoubliable grâce au pouvoir de l'absence calculée. Tu veux savoir quelle est l'erreur la plus courante qu'on commet lorsqu'une personne nous plaît? On parle trop. On envoie des messages tout le temps. On appelle sans arrêt. On explique chaque émotion qui nous traverse. Et tu sais ce qu'il se passe? L'autre s'habitue. Pire encore, il s'en lasse. C'est comme écouter la même chanson encore et encore, jusqu'à ce qu'elle perde tout son charme. Le silence, lui, a un pouvoir dont la plupart des gens n'ont pas conscience. Quand tu cesses de parler, quelque chose de magique se produit. L'autre commence à se poser des questions. À quoi pense-t-il? Où est-elle? Avec qui? Pourquoi n'a-t-il pas envoyé ce message du soir comme d'habitude? C'est dans ce vide que son esprit commence à travailler pour toi. Réfléchis. Quand quelqu'un est toujours disponible, toujours en ligne, toujours attentif, où est le mystère? Nulle part. La personne sait exactement où tu es, ce que tu fais, ce que tu ressens. Tu es devenu un livre ouvert, prévisible, donc ennuyeux. Mais lorsque tu te tais, que tu disparais quelques heures ou quelques jours, tu redeviens un mystère. Et les êtres humains ont une fascination pour ce qu'ils ne comprennent pas totalement. C'est pour ça que les films à fin ouverte nous obsèdent, que les conversations inachevées nous hantent. Le cerveau déteste le vide et fera tout pour le combler. Alors, quand tu cesses d'écrire, l'autre repasse mentalement votre dernière conversation. Ai-je dit quelque chose de mal? A-t-il perdu l'intérêt? A-t-elle rencontré quelqu'un d'autre? Ces questions vont le ronger bien plus que n'importe quelle déclaration d'amour. Mais attention, ce silence n'a rien à voir avec le mépris. Il s'agit de créer un espace pour que naisse la nostalgie. C'est comme une graine. Si tu creuses la terre sans cesse pour voir si elle pousse, tu la tues. Mais si tu la laisses tranquille après l'avoir arrosée, elle fleurira d'elle-même. Beaucoup confondent cette attitude avec un jeu, mais ce n'en est pas un. C'est une manière de respecter ton propre temps et ton énergie. Quand tu n'es plus toujours disponible, tu dis sans parler, « Ma vie ne tourne pas autour de toi ». Et crois-moi, c'est extrêmement attirant. Les personnes qui ont leur propre vie, leur passion, qui ne passent pas leur journée à attendre un message, dégagent une énergie beaucoup plus magnétique. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Le silence, c'est aussi un révélateur de vérité. Quand tu cesses d'être celui qui écrit en premier, tu découvres très vite qui tient vraiment à toi. Celui qui t'aime te cherchera. Celui qui s'en fiche continuera sa route. Et cette information vaut de l'or. Mais soyons clairs, utiliser le silence ne veut pas dire disparaître complètement. Il s'agit de casser les habitudes. Si tu réponds toujours en 5 minutes, prends quelques heures. Si tu envoies toujours le message du matin, arrête quelques jours. C'est le changement du schéma qui crée l'impact. Et surtout, pendant ce silence, sois réellement occupé à vivre. Inutile de rester enfermé à surveiller ton téléphone. Fais quelque chose qui t'élève, qui te nourrit, qui t'épanouit. Car, lorsque la personne reviendra, et elle reviendra, tu auras de nouvelles choses à raconter, une nouvelle énergie à offrir. Il y a une vraie psychologie derrière tout cela. Quand on est constamment présent dans la vie de quelqu'un,
on devient une habitude. Et la routine, aussi confortable soit-elle, ne crée pas de passion. La passion a besoin d'incertitude, de surprise, d'un soupçon d'inaccessibilité. Le silence réintroduit tout cela. Et voici quelque chose que peu de gens comprennent. Le silence est une forme de communication. Parfois, il parle plus fort que 1000 mots. Quand tu ne réponds pas tout de suite, tu envoies le message que tu as d'autres priorités. Quand tu n'écris pas pendant quelques jours, tu montres que tu peux vivre sans l'autre. Et aussi dur que cela puisse paraître, c'est nécessaire pour l'équilibre de toute relation. On nous a appris que l'amour, c'est être toujours présent, toujours disponible, toujours prêt à aider. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. L'amour sain a besoin d'espace, de respiration, de moments de solitude pour mieux savourer la présence. Il a besoin de silence pour redonner du poids aux mots. Quand tu maîtrises l'art du silence magnétique, tu cesses d'être cette personne désespérée qui envoie 15 messages sans réponse. Tu redeviens quelqu'un de calme, centré, digne. Tu récupères ton pouvoir personnel, ton estime de toi, ta souveraineté émotionnelle. Et ce n'est pas tout. Le silence te protège aussi de tes impulsions. Combien de fois as-tu regretté un message envoyé sous le coup de la colère? Combien de disputes auraient pu être évitées si tu avais choisi le calme plutôt que la réaction? Le silence, dans ces moments-là, est ton meilleur allié. Et maintenant que tu comprends sa puissance, parlons d'un concept encore plus profond. L'économie des émotions. Tes sentiments, ton attention, ton affection, tout cela fonctionne comme une monnaie. Et comme toute monnaie, plus elle est rare, plus elle a de la valeur. Pense à l'or. Pourquoi est-il si précieux? Pas parce qu'il brille, mais parce qu'il est rare. Si l'or poussait sur les arbres, personne ne le respecterait. C'est la même chose dans les relations. Si tu offres ton attention à tout le monde, tout le temps, sans discernement, tu dévalues ta propre énergie émotionnelle. La plupart des gens commettent l'erreur de tout donner dès le début, raconter toute leur vie au premier rendez-vous, déclarer leur amour après 2 semaines, faire des projets après 1 mois. C'est comme regarder un film dont tu connais déjà la fin. Il n'y a plus de mystère, plus de tension, plus de désir. Créer une rareté émotionnelle, c'est faire comprendre que ton temps et ton attention se méritent, que tu n'es pas disponible pour tout le monde, tout le temps. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est du respect de soi. C'est comprendre que tu mérites quelqu'un qui fasse des efforts pour te mériter. Et tu vois cette personne qui ne vient te parler que quand elle s'ennuie, quand elle a besoin de toi, ou quand elle veut se rassurer. Elle agit ainsi parce qu'elle sait que tu seras toujours là. Tu es devenu son plan B émotionnel. Pourquoi changerait-elle? Mais quand tu appliques la rareté émotionnelle, tout change. Les gens comprennent que ton attention n'est pas un dû, mais un privilège. Ils réalisent que ta présence a de la valeur. Et c'est à ce moment-là que le rapport de force s'inverse. Créer cette rareté ne veut pas dire être froid ou distant avec ceux que tu aimes, mais être sélectif. Offrir une attention de qualité, pas de quantité. 1 heure de vraie connexion vaut mieux qu'une journée entière de bavardage vide. C'est ça, le vrai pouvoir du silence. Il ne t'éloigne pas des autres, il te ramène à toi-même. Quand tu ne donnes pas tout d'un coup, tu maintiens le mystère en vie. L'autre découvre des facettes de toi petit à petit. Chaque conversation révèle une nouvelle partie de ta personnalité. Et c'est cela qui garde l'intérêt bien plus longtemps. Mais tu veux savoir ce qu'il y a de plus ironique? Moins tu as besoin de la validation de quelqu'un, plus cette personne voudra te valider. Moins tu poursuis, plus on te poursuivra. C'est la nature humaine. Nous désirons ce que nous ne pouvons pas avoir facilement. La rareté émotionnelle te protège aussi. Quand tu ne donnes pas tout d'un coup, tu as le temps d'observer si la personne mérite réellement ton investissement émotionnel. Tu peux discerner ses véritables intentions, voir si elle est vraiment intéressée ou si elle passe simplement le temps. Beaucoup ont peur d'appliquer ce principe, car ils pensent qu'ils perdront la personne. Mais réfléchis, si quelqu'un ne reste avec toi que lorsque tu es toujours disponible, toujours attentif, toujours celui qui fait des efforts, est-ce vraiment une personne qui en vaut la peine? Le véritable amour ne fuit pas devant un peu d'espace. Au contraire,
il grandit. Le secret, c'est l'équilibre. Il ne s'agit pas d'être inaccessible, mais de ne pas être trop facile à obtenir. Il s'agit de faire comprendre que gagner ton cœur, ton attention, ton temps est un privilège qui a de la valeur. Et quand cette personne t'aura réellement conquis, elle le chérira bien plus que si tu avais tout offert dès le premier jour. Imagine un exemple simple. Tu as un restaurant. Si tu offres de la nourriture gratuitement à tout le monde, les gens la mangeront, mais sans l'apprécier. Par contre, si tu fais payer un prix juste, ils savoureront chaque bouchée, ils en parleront, ils reviendront. Il en va de même pour tes émotions. Quand elles sont trop faciles à obtenir, personne ne les valorise. La rareté émotionnelle, c'est aussi ne pas se rabaisser. Combien de fois t'es-tu humilié pour quelqu'un qui ne te prêtait pas la moindre attention? Combien de fois as-tu supplié un amour qui n'était clairement pas réciproque? Quand tu comprends ce concept, tu cesses de le faire. Tu comprends que tu mérites quelqu'un qui choisit d'être avec toi, pas quelqu'un que tu dois convaincre. Et voici une vérité dure mais libératrice. Parfois, créer de la rareté émotionnelle signifie accepter que certaines personnes quittent ta vie. Et c'est très bien ainsi. Parce que celles qui te méritent vraiment feront les efforts nécessaires pour rester. Les autres, elles, ne t'ont jamais mérité. Le plus libérateur dans la compréhension de la rareté émotionnelle, c'est que tu arrêtes de mendier l'amour. Tu n'acceptes plus les miettes. Tu comprends qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et paradoxalement, quand tu atteins ce niveau d'indépendance émotionnelle, tu deviens irrésistiblement attirant. En te connectant à cette rareté émotionnelle, tu vas comprendre maintenant comment créer un vide qui provoque, qui intrigue, qui laisse une trace. Toutes les absences ne créent pas d'impact. Il faut savoir quand et comment disparaître pour que l'autre ressente véritablement ton absence. Le vide provoquant se crée quand tu retires quelque chose dont la personne avait pris l'habitude. C'est comme éteindre la lumière. Après avoir goûté à la clarté, l'obscurité dérange. Voilà la différence entre ne jamais avoir été présent et cesser de l'être après avoir marqué profondément. Pour créer un vide significatif, tu dois d'abord avoir occupé une place importante. Tu ne peux pas manquer à quelqu'un si tu n'as jamais réellement été là. C'est comme espérer qu'une personne regrette une chanson qu'elle n'a jamais entendue. Il faut d'abord avoir créé la connexion avant de créer l'absence. Mais le véritable secret, c'est le moment. Le moment idéal pour créer ce vide, c'est quand la personne est le plus habituée à ta présence, à tes messages, ton attention, ton énergie. C'est à cet instant que ton absence aura le plus d'impact. C'est là qu'elle réalise combien tu faisais partie de sa routine. Le vide provoquant n'a rien à voir avec la vengeance. Il s'agit de permettre à l'autre de réfléchir à ta valeur. Les gens ne se rendent souvent compte de l'importance de quelque chose que lorsqu'ils le perdent. Nous valorisons l'air seulement quand il nous manque, la santé seulement quand nous tombons malades, l'amour seulement quand il s'éteint. Quand tu crées ce vide stratégique, l'esprit de l'autre commence à revoir les bons souvenirs, les rires, les moments partagés. Avec le temps, notre mémoire tend à oublier le négatif et à idéaliser le positif. Ce vide permet justement à cette idéalisation d'émerger. Et puis, il y a un autre facteur, la peur de la perte. Les êtres humains redoutent plus de perdre quelque chose que de ne pas en obtenir davantage. C'est pourquoi certaines relations se ravivent lorsque l'un des deux menace sincèrement de partir. Mais attention, créer un vide ne veut pas dire disparaître pour manipuler. Il ne s'agit pas de jouer avec les émotions, mais de laisser l'autre ressentir ton absence naturellement, d'avoir le temps de réfléchir à ce que tu représentes vraiment. Pendant cette période, il est essentiel que tu continues à vivre. Montre-toi heureux, épanoui, occupé, pas de manière forcée, mais naturelle. Que l'autre voie que tu ne souffres pas dans l'attente, mais que tu profites pleinement de ta vie. Cela amplifie encore plus le sentiment de manque. Le vide, enfin, révèle les intentions. Quand tu n'es plus toujours disponible, l'autre doit faire un effort pour te retrouver. Et cet effort montre à quel point il tient à toi. Dire « je t'aime » est facile quand tu es toujours là. Mais le prouver demande de la volonté quand tu n'y es plus. Attention cependant, si le vide dure trop peu, il n'a pas d'effet. Trop longtemps, et la personne risque de s'y habituer ou de trouver quelqu'un d'autre pour combler ce manque. C'est un art subtil,
un équilibre à trouver selon la relation. Ce vide peut aussi casser des dynamiques toxiques. Si tu as toujours été celui ou celle qui faisait les efforts, qui relançait, qui maintenait le lien, créer ce vide inverse les rôles. L'autre doit alors venir vers toi. Et cela peut tout changer. Quand tu maîtrises l'art de créer ce vide, tu cesses d'être le roi émotionnel, dépendant de quelqu'un d'autre. Tu comprends que ta présence a de la valeur, mais que ton absence peut en avoir encore plus. Tu reprends le contrôle de tes émotions et de la dynamique relationnelle. Mais le plus important, c'est d'être sincère. Tu dois vraiment être prêt à avancer si l'autre ne valorise pas ton absence. Si c'est une simple stratégie, elle échouera. La manipulation se sent. Et souviens-toi, le vide que tu crées n'est pas seulement pour l'autre. Il est aussi pour toi. C'est un espace pour te retrouver, pour comprendre ce que tu ressens, pour savoir si cette relation en vaut vraiment la peine. Parfois, ce vide révèle que tu étais mieux sans cette personne et cette prise de conscience est profondément libératrice. Après avoir compris comment créer un vide provoquant, tu peux aller encore plus loin, apprendre à être présent, même en étant absent. Cela peut sembler paradoxal, mais c'est l'un des arts les plus puissants pour rester dans l'esprit de quelqu'un. C'est ce qu'on appelle la présence fantôme. Ces traces, ces souvenirs, ces émotions que tu laisses et qui continuent à vivre dans l'esprit de l'autre, même quand tu n'es plus là, parce que notre cerveau associe les gens à des lieux, à des musiques, à des odeurs, à des sensations. Tu as sûrement vécu cela, une chanson, un endroit, un parfum, et soudain, tout te ramène à cette personne. Ce n'est pas un hasard. C'est ainsi que fonctionne la mémoire émotionnelle. Et c'est là que réside le pouvoir ultime. Apprendre à laisser une empreinte si forte que même ton absence devient une forme de présence. Quand deux personnes ont partagé des moments uniques et intenses, ces souvenirs deviennent des ponts invisibles entre elles. Il ne s'agit pas de gestes romantiques grandioses, mais de ces instants simples et profonds qui n'appartiennent qu'à vous deux. Cette blague que seul vous comprenez, cet endroit où vous pouviez parler pendant des heures, cette chanson qui a marqué un moment précis, ce sont ces petits fragments d'histoire qui, même dans l'absence, continuent de vivre. Ce qui est fascinant, c'est que tu n'as pas besoin d'être physiquement présent pour activer ces souvenirs. Ils fonctionnent d'eux-mêmes, comme des petites bombes émotionnelles prêtes à exploser à tout moment. La personne vit sa vie, et soudain, un détail la ramène à toi. Ton absence physique se transforme alors en une présence émotionnelle intense. C'est là que réside le secret. Tu peux semer ces graines de mémoire de façon subtile et stratégique. Fais-lui découvrir une nouvelle chanson qu'elle réécoutera plus tard. Emmène-la dans un lieu qu'elle traversera souvent. Crée un rituel, un petit geste symbolique qu'elle associera toujours à toi. Chacun de ces éléments devient un déclencheur mental qui se réactivera à ton absence. Cette présence fantôme peut aussi se manifester à travers les réseaux sociaux, mais toujours avec finesse. Il ne s'agit pas de surveiller ses publications ou de liker tout ce qu'elle partage. Il s'agit d'apparaître juste ce qu'il faut. Regarder une story significative, laisser un commentaire pertinent, puis disparaître à nouveau. Tu réapparais le temps d'un éclair pour rappeler ton existence sans jamais donner l'impression de chercher désespérément son attention. Les objets physiques jouent également un rôle puissant. Pas besoin de les laisser volontairement, mais parfois, une chemise oubliée, un livre prêté, un cadeau offert, deviennent des encres physiques de ta mémoire. Chaque fois que cette personne les voit, c'est comme si tu étais encore là. La présence fantôme agit aussi à travers les habitudes que tu as aidé à créer. Peut-être lui as-tu fait découvrir un nouveau plat, une série, un passe-temps. Désormais, chaque fois qu'elle s'y adonne, tu es là, dans un coin de ses pensées. Tu fais partie de son univers, même sans être présent. Mais le vrai pouvoir de cette technique réside dans sa subtilité. Tu ne bombardes pas la personne de ton image ou de ta présence. Tu laisses son esprit faire le travail. Et crois-moi, son imagination fabriquera une version idéalisée de toi, bien plus forte que ta présence réelle. L'être humain a tendance à idéaliser ce qui est absent. Il faut comprendre que la présence fantôme n'est pas une forme d'obsession. Tu ne veux pas hanter quelqu'un, mais susciter un doux souvenir, une nostalgie agréable, une envie de revivre ces instants partagés.
La frontière entre être inoubliable et devenir un fantôme envahissant est mince. L'équilibre se trouve dans la légèreté et la retenue. Ta présence peut aussi se perpétuer à travers les transformations que tu as inspirées. Peut-être que, grâce à toi, cette personne s'est mise au sport, a commencé à lire davantage, à prendre soin d'elle. Chaque progrès devient un rappel de ton influence. Chaque fois qu'elle se regarde dans le miroir et qu'elle voit une meilleure version d'elle-même, elle pense inconsciemment à toi. Mais le plus puissant, c'est ce qui n'a pas été dit. Les conversations inachevées, les promesses non tenues, les émotions suspendues. Ces non-dits créent une tension invisible, un fil émotionnel qui te garde vivant dans son esprit. Lorsque tu combines la présence fantôme avec ton absence réelle, tu crées une paradoxale magie. Plus tu t'éloignes, plus tu occupes son esprit. Elle essaie d'avancer, mais tu es partout, dans une chanson à la radio, dans un parfum familier, dans un lieu qu'elle fréquente. Pourtant, il ne faut jamais forcer cette présence. Envoyer un message du type « Cette chanson m'a fait penser à toi » détruit le charme. Il faut que le souvenir vienne d'elle, naturellement. Et voici le phénomène le plus fascinant. Plus elle essaie de ne pas penser à toi, plus elle pense à toi. Comme quand on dit « ne pense pas à un éléphant rose » et que, justement, c'est la première image qui nous vient à l'esprit. Ton absence fonctionne de la même manière. Mais la présence fantôme n'est qu'une moitié de l'équation. L'autre moitié, c'est ce que j'appelle la distance calculée. Car toutes les distances ne se valent pas. Trop près, tu perds ton mystère. Trop loin, tu perds le lien. L'art réside dans le dosage précis entre proximité et éloignement. Cette distance s'ajuste comme un instrument de musique. Un peu trop tendu ou trop lâche, et tout sonne faux. Pour qu'elle soit efficace, il faut d'abord observer attentivement. Apprends à connaître le rythme émotionnel de la personne. Combien de temps lui faut-il pour ressentir ton absence? Quelle est la limite entre le besoin d'espace et le sentiment d'abandon? Beaucoup se trompent en croyant que plus on s'éloigne, mieux c'est. Grave erreur. Une distance excessive brise le lien affectif. La personne finit simplement par s'habituer à vivre sans toi. Comme une plante, elle a besoin d'eau, mais pas trop. L'équilibre parfait est la clé. La distance calculée fonctionne en cycle. Tu t'approches, tu crées une connexion intense, puis tu t'éloignes doucement. Pas de retrait brutal, mais un mouvement naturel, fluide, comme la marée. Ce va-et-vient crée une danse émotionnelle où la personne ne se sent jamais totalement en sécurité, ni totalement abandonnée. Car quand tu es toujours là, tu deviens un décor. Elle ne te voit plus. Mais quand tu disparais avec mesure, elle doit faire un effort pour te retrouver, pour te percevoir à nouveau. Et c'est cet effort qui ravive le désir. Souviens-toi, la distance n'est pas seulement physique, elle est aussi émotionnelle. Tu peux être présent, mais distant intérieurement, ou loin, mais étrangement proche. Jouer avec ces contrastes crée une tension irrésistible. L'humain est captivé par ce qu'il ne comprend pas totalement. Un élément crucial de cette méthode est l'inconstance intentionnelle. Si tu t'éloignes toujours selon le même schéma, tu deviens prévisible. Il faut parfois disparaître 3 jours, parfois 1 semaine, parfois revenir plus tôt. Cette irrégularité maintient la personne dans un état d'alerte émotionnelle. Et surtout, pendant ces phases de distance, sois réellement occupé. Ne fais pas semblant. Vis. Travaille sur toi. Poursuis tes passions. Crée ta propre richesse intérieure. Car la distance calculée ne fonctionne que si elle repose sur une vraie vie, pleine et autonome. Ce qui rend cette stratégie si puissante, c'est l'effet élastique qu'elle crée. Plus tu t'éloignes sans te rompre, plus le rebond sera fort. C'est une loi physique appliquée aux émotions. La tension émotionnelle attire. Mais attention, la distance seule ne suffit pas. Elle doit être équilibrée par la qualité de ta présence. Quand tu es là, sois pleinement là, regarde dans les yeux, sois attentif, crée de vraies connexions. C'est ce contraste entre distance et intensité qui rend l'expérience inoubliable et crée une addiction émotionnelle. Enfin, la distance est aussi un test.
Elle révèle la vérité des intentions. Quelqu'un qui tient vraiment à toi remarquera ton absence, cherchera à te comprendre, à te retrouver. Mais celui qui n'était là que par convenance trouvera rapidement une autre distraction. Voilà le pouvoir silencieux de la distance calculée et de la présence fantôme. Deux forces invisibles qui transforment ton absence en magnétisme. Plus tu es en paix avec le vide que tu laisses, plus ce vide devient ta plus grande arme. Quand nous sommes trop proches d'une personne, nous voyons tous ses défauts. Mais avec la distance, la mémoire devient une monteuse habile. Elle efface les imperfections et met en valeur les qualités. Dans l'esprit de l'autre, tu deviens une version améliorée de toi-même. La distance calculée préserve le mystère. Lorsque la personne ne sait pas exactement ce que tu fais, avec qui tu es ou à quoi tu penses, son imagination remplit les espaces vides. Et ce qu'elle imagine est souvent plus intense que la réalité. Tu deviens alors comme un livre qu'elle veut continuer à lire. Il est essentiel de comprendre que cette distance n'est pas une forme de cruauté, mais un acte d'autopréservation et de respect mutuel. En t'accordant le droit d'être distant, tu dis à l'autre « j'existe au-delà de toi ». Et paradoxalement, c'est cela qui te rend plus désirable. Car personne ne veut d'une personne qui n'a pas sa propre vie. Le temps joue un rôle crucial dans cette équation. Si la distance est trop courte, elle n'a aucun effet. Si elle dure trop longtemps, le lien se refroidit. Il faut savoir sentir le bon moment pour s'éloigner. Et surtout, le bon moment pour revenir. C'est une danse subtile qui demande de la sensibilité et une observation attentive. Souviens-toi, la distance calculée n'est pas un jeu de pouvoir, c'est une stratégie d'entretien de la flamme. Elle permet de maintenir la relation vivante, intéressante et dynamique. Elle crée un espace pour le manque, pour le désir et pour que l'amour puisse se renouveler. Car sans distance, même le plus intense des amours finit par devenir routine. Et la routine est l'endroit où la passion meurt. Cette distance nous conduit naturellement vers un concept plus profond, la création intentionnelle de la saudade. Ce mot portugais exprime ce mélange de manque, de nostalgie et de tendresse qu'on ressent quand quelqu'un nous manque profondément. La saudade n'est pas une simple absence, c'est la présence de l'absence. Créer la saudade, c'est une ingénierie émotionnelle. Tu conçois des moments, des situations, des souvenirs qui rendent ton absence non seulement perceptible, mais presque douloureuse à supporter. Et cela ne se produit pas par hasard. Il existe une manière de programmer ce manque, de planter des graines émotionnelles pour qu'elles fleurissent exactement quand tu n'es plus là. Tout commence par les souvenirs à forte charge émotionnelle. Ce ne sont pas les moments ordinaires qui généraient la nostalgie, mais les instants d'intensité, un fou rire incontrôlable, une conversation profonde au lever du jour, un simple regard qui disait tout sans un mot. Ce sont ces moments qui hantent la mémoire quand tu n'es plus présent. Pour programmer la nostalgie, tu dois créer ces instants forts juste avant de partir. C'est comme laisser un goût sucré avant de t'éloigner. La personne continuera à savourer ce souvenir, à en vouloir davantage, et ton absence amplifiera ce désir. Mais voici le secret. Le manque le plus puissant vient de l'inachevé. Une conversation interrompue, un sentiment non exprimé, un baiser qui a failli avoir lieu, mais ne s'est pas produit. Ce sont ces incomplétudes qui obsèdent l'esprit et que la personne essaiera de résoudre en ton absence. Le manque programmé agit aussi à travers les ancres sensorielles. Un parfum particulier, une chanson partagée, un rituel unique. Quand tu t'éloignes, ces éléments continuent de vivre dans le quotidien de l'autre, ravivant les souvenirs et intensifiant le désir. Autre élément redoutable, la rupture de routine. Si vous vous parliez chaque soir à la même heure, ton silence à ce moment précis créera un vide spécifique. Si vous preniez toujours le café ensemble le vendredi, ta chaise vide criera ton absence. C'est dans ces rituels brisés que la nostalgie trouve son terrain le plus fertile. Attention cependant, il ne s'agit pas de manipulation cruelle. Il s'agit de révéler la valeur de ce qui était là. On ne mesure souvent la valeur d'une chose que lorsqu'elle nous manque. Le manque enseigne. Il nous apprend ce qu'est l'amour, ce qui compte vraiment et qui nous voulons à nos côtés.
La saudade suit une courbe naturelle. D'abord, c'est une simple gêne, une absence inconfortable. Après quelques jours, elle devient nostalgie. Puis, après une semaine, elle se transforme en une douleur presque physique. C'est là que le manque atteint son apogée et que la personne est prête à tout pour combler ce vide émotionnel. Mais attention, trop de nostalgie peut se transformer en rancune. Si tu disparais trop longtemps, l'autre peut ressentir ton absence comme un abandon et ériger des murs émotionnels. Le manque doit donc avoir une date d'expiration. Reviens avant que le sentiment ne se transforme en amertume. Pendant ce temps d'absence, ta vie doit continuer. Elle doit même sembler s'améliorer naturellement, sans provocation. Nouveaux projets, nouvelles expériences, nouvelle apparence. Quand l'autre te voit évoluer sans lui, la saudade se mêle à la peur de te perdre définitivement. Enfin, la saudade a une dimension d'unicité. L'autre doit sentir que ce qu'il avait avec toi est irremplaçable. C'est pourquoi il faut créer des moments, des connexions et des émotions qu'il ne pourra reproduire avec personne d'autre. Quand il tentera de combler ton absence et qu'il n'y arrivera pas, le manque deviendra plus profond. Ce processus de manque réécrit même les souvenirs. L'esprit efface les disputes, les imperfections, les irritations et ne garde que les bons moments. Tu deviens une version idéalisée de toi-même dans son esprit. En réalité, le manque agit comme un miroir émotionnel. Dans ton absence, l'autre est forcé de faire face à ses vrais sentiments. Sans toi pour le distraire, il doit confronter ce qu'il ressent vraiment. Et souvent, cette confrontation mène à des prises de conscience puissantes sur l'amour des révélations qu'il ignorait lui-même. Mais retiens ceci. La saudade programmée doit mener quelque part. Le but n'est pas de torturer, mais d'ouvrir un espace de réflexion, un espace où la personne réalise ta véritable valeur et choisit consciemment de revenir. Le manque est ce pont entre ce qui fut et ce qui pourrait être. Et parfois, la meilleure façon d'être présent dans la vie de quelqu'un, c'est à travers ton absence. Paradoxal, oui, mais terriblement efficace. Parce qu'au fond, ressentir le manque, c'est une des formes les plus pures de l'amour. Si tu es arrivé jusqu'ici, permets-moi de te remercier profondément pour ton temps et ton attention consacrée à cette vidéo. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te laisse ici 2 vidéos qui pourraient t'intéresser. Prends soin de toi et à bientôt.